Est-ce que c'est l'incident que tout le monde redoutait, qui va allumer la mèche d'une bombe à retardement dans le nord? Ou alors, au contraire, le risque était-il calculé? Un raid attribué à Israël en Syrie et puis le Hezbollah qui annonce la mort d'un de ses combattants en charge notamment de la livraison d'armes sophistiquées iraniennes pour le compte de la milice chiite. Les prochains jours vont être cruciaux car dans le même temps, les incendies et explosions se poursuivent en Iran contre des installations dites sensibles. Attention toutefois à les réactions d'orgueil des Iraniens et de leurs proxys. Et pour commencer, Meir Dahan, colonel de réserve de l'armée israélienne, deux questions en une. Le combattant du Hezbollah était-il une cible choisie? Et pourquoi l'armée israélienne n'a pas décrété zone militaire fermée dans le nord selon vous? Vous savez, cette personne a été le nouveau vedette de Hezbollah dans les relations avec l'Iran et il a fait beaucoup d'excitation à l'intérieur de Hezbollah. Il est rentré juste au grand débat qu'il y a chez le Hezbollah. Est-ce qu'il faut se mêler dans ce conflit avec l'Iran maintenant? Est-ce qu'il faut le faire de Liban ou pas? Chose qui est claire, les Iraniens obligés de réagir par rapport à tout ce qui se passe chez eux. Ça a fait que toute la région s'excite et les Iraniens aujourd'hui, vu de tous les problèmes qu'ils ont à l'intérieur, obligés d'agir d'une façon ou d'une autre. Les Iraniens cherchent à renforcer la frontière syrienne ou libanaise, de préférence libanaise, et c'est là où il y a le grand conflit à l'intérieur de Hezbollah et tous les signes montrent que son élimination a été faite par l'intérieur de Hezbollah. C'est-à-dire, selon vous, que l'armée israélienne a choisi de frapper des cibles iraniennes, mais pas visiblement ce combattant en particulier? Tout à fait. Tout à fait. Ce combattant, il est aujourd'hui le nouveau star de lien entre l'Iran et le Hezbollah. Et l'Iran cherche désespérément un moyen de réagir par rapport à tout ce qui se passe chez eux. Merci, colonel Dahan. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne et spécialiste notamment du génie militaire, toujours en activité donc. Merci à vous, colonel Dahan. Merci, Mathias. Et on parle avec vous, Hanan Geffen, brigadier général de l'armée israélienne et ancien commandant de l'unité 8200, de cette frappe israélienne contre des intérêts iraniens et des gardiens de la révolution et du Hezbollah en Syrie. L'Iran qui ne réagit toujours pas, c'est-à-dire quoi? Les gardiens de la révolution sont devenus muets subitement? En Syrie, cela fait longtemps, près de 2 ans, que nous constatons que les Iraniens tentent de livrer des armes au Hezbollah et de créer des stocks d'armes sophistiqués et qu'Israël frappe sur tout le territoire syrien. Les Russes ne réagissent pas, ne dénoncent même pas. Les Syriens publient de simples communiqués. Nous avons intercepté des missiles israéliens qui n'ont pas fait de dégâts. Et les Iraniens reçoivent coup sur coup sans rien faire, sans réagir, pour la simple raison qu'ils n'ont pas aujourd'hui en Syrie de capacité de défense antiaérienne. La défense syrienne est neutralisée par les Russes. Leur défense aérienne est donc totalement inefficace. Et je pense que dans une grande mesure, les Russes ne font pas confiance pour leur sécurité. Dans ce contexte, nous devons nous souvenir qu'il se passe des choses extrêmement plus importantes en Syrie. Le pays fait, semble-t-il, face à un changement de majorité. Le régime syrien va changer. S'agira-t-il d'un changement interne à Alaouite ou d'un changement venu de l'extérieur? Nous ne savons pas, mais toutes les forces en présence, turques, américaines, iraniennes, russes, israéliennes et l'opposition, toutes ces forces prévoient ce changement. Et ainsi, les frappes israéliennes présentent moins d'intérêt pour les médias syriens et iraniens. En quoi la défense antiaérienne iranienne est en danger pour Israël? Nous ne savons pas si la défense aérienne iranienne est un danger. Pour l'heure, nous n'en constatons que les effets néfastes. Mais en général, les systèmes de défense antiaérienne sont très dispersés. Il ne s'agit pas d'une simple base, mais d'un système complet qui couvre l'ensemble du territoire avec de nombreuses positions, postes de contrôle et de coordination. Ce sont des systèmes très complexes et si dans les médias, on indique des transferts de missiles de différents types, cela ne permet pas encore de
de constituer une défense antiaérienne. Et cela ne représente pas encore un danger pour une armée de l'air sophistiquée comme l'armée de l'air israélienne ou américaine, qui ont de bonnes capacités de dissimulation et peuvent facilement déjouer des défenses anti-aériennes. Hanan Geffen, restez avec nous. Je le disais en amont, vous étiez ancien commandant de l'unité 8200. Regardez ce sujet préparé par Lise Benkemoun sur le fait qu'éventuellement, l'unité 8200 fait signer une clause de confidentialité à ses officiers en réserve, tout simplement pour ne pas transmettre les techniques au monde du high-tech civil. Regardez, on en parle juste après. Tsahal contre la fuite des cerveaux, et particulièrement ceux de sa précieuse unité cybernétique 8200. Pour éviter cela, l'armée israélienne impose désormais à ses membres, réguliers ou réservistes, de signer un accord de confidentialité. Leur objectif, que ces soldats ne transmettent pas ce qu'ils voient, apprennent ou entendent dans l'armée au sein du secteur privé. Une mesure qui se veut préventive également pour éviter les départs prématurés de l'unité vers des entreprises cyber, souvent israéliennes, qui n'hésitent pas à faire aux soldats des propositions d'embauche très alléchantes. Des tentatives qui provoquent la colère des commandants de l'unité. Dans une lettre publiée cet hiver, le brigadier général A, actuel commandant de l'unité 8200, rappelait à chacun ses devoirs. Dans le cadre de l'ensemble du service, vous êtes exposé à de nombreux secrets les plus sensibles de l'État d'Israël. Selon la loi, aucune connaissance, capacité, méthode ou produit technologique développé dans l'unité ne peut être divulgué. Le formulaire de confidentialité ne concerne pas uniquement l'unité cyber. Il fait partie de l'ordonnance générale de Tsahal qui aborde tous les conflits d'intérêts potentiels des soldats réguliers, permanents ou réservistes de Tsahal. Mais dans le cas de 8200, les informations, notamment en ce qui concerne les unités de contre-attaque cybernétique, sont plus sensibles et pourraient tomber dans de mauvaises mains. Si la plupart des réservistes de 8200 ont effectivement été surpris par la nouvelle procédure, jusqu'à présent, aucun n'a refusé de la signer. Hanan Geffen, pourquoi cette mesure? Est-ce qu'Israël a peur que ces techniques se retrouvent entre de mauvaises mains? Non, la raison est beaucoup plus simple, même triviale. La technologie israélienne repose en grande partie sur le savoir militaire, pas seulement dans l'unité 8200, mais aussi dans les différents corps d'armée, l'aviation, la marine, l'informatique et les communications. Le high-tech israélien repose sur des gens qui ont eu un parcours dans les unités technologiques de l'armée. Dans le cas de l'unité 8200, la situation est légèrement différente et certainement plus sensible. Si la technologie reste la même, son application est différente. Dans le cas de l'unité 8200, le cyber est offensif et ainsi se pose le problème d'une éventuelle atteinte aux droits de l'homme. Et je pense que l'exigence de signer une clause de confidentialité ne vient pas de l'unité, mais bien plus des instances juridiques israéliennes et plus précisément des conseillers juridiques du ministère israélien de la Défense. Vous pouvez nous expliquer ce que font les unités d'attaque cybernétique à 8200? Je ne peux me référer qu'à ce que l'on en dit dans les médias. Il y a de nombreuses, trop nombreuses publications dans les médias internationaux sur des entreprises israéliennes qui emploient des anciens de 8200 qui ont créé des technologies invasives dans les téléphones cellulaires des particuliers pour les écouter, les filmer et créer ainsi un système de suivi continu de certains particuliers. Mais je voudrais poursuivre sur cette question de la clause de confidentialité. C'est un point important. De nombreuses entreprises israéliennes ne sont pas dans le collimateur de l'administration américaine, du FBI et de la justice américaine. Il ne s'est rien passé d'autre qu'une volonté du système juridique américain de contrôler ces entreprises israéliennes. Il ne faut pas oublier qu'une partie du savoir utilisé par ces entreprises provient d'anciens de l'unité 8200 en coopération avec les services de renseignement américains et de la NSA. Je ne sais pas, mais j'estime que ce sont les Américains qui se sont adressés aux autorités israéliennes pour leur indiquer qu'une partie des technologies sur lesquelles nous avons travaillé ensemble ont fait leur chemin dans des entreprises qui surveillent les activités de particuliers sur Facebook ou WhatsApp. Faites attention, en cas de procès, vous devrez expliquer comment cela s'est produit. Ainsi, les services de sécurité israéliens cherchent à se protéger d'une fuite des connaissances et des cerveaux qui dure déjà depuis plus de 30 ans et alors que rien
rien n'avait été fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le système juridique américain et le FBI entrent en jeu et de nombreuses entreprises israéliennes se trouvent sous les projecteurs des services juridiques américains et c'est ce qui inquiète énormément les services de sécurité israéliens. Merci beaucoup, Hanan Geffen, ancien commandant de l'unité 8200, brigadier général de réserve de l'armée israélienne. Merci à vous. Alors justement, on poursuit le débat. Que cherche l'Iran? Que se passe-t-il en Iran? Pour y répondre, je joins Pierre Martinet. Vous avez été pendant 5 ans dans le service action de la DGSE. Bonjour Pierre. Tout d'abord, une série d'explosions en quelques semaines dans un pays complexe comme l'Iran. Cela vous inspire quoi? Alors, effectivement, si c'est tout d'abord bonjour. Si c'est effectivement des sites classés sensibles qui ont eu ces départs de feu ou ces incendies ou ces explosions, dans un pays comme l'Iran qui est assez controversé, notamment avec les États-Unis, Israël et bien évidemment d'autres pays, on peut imaginer une explosion accidentelle, oui, 2, oui, 3, mais après presque 10, non. On peut imaginer que derrière ces incidents-là ou ces actions-là, il y ait la main d'un service particulier, d'un service spécial ou clandestin pour déstabiliser ce pays ou envoyer un message en disant on peut le faire quand on veut. Alors, la question, Pierre, c'est est-ce qu'il faut envoyer des hommes sur place ou est-ce qu'on peut éventuellement infiltrer un pays ennemi pour pouvoir réaliser une telle action? Alors, envoyer des hommes sur place ou infiltrer, c'est la même chose. Alors oui, soit on a du personnel sur place qui est acquis à notre cause et qui a envie. Faut rappeler que le pouvoir en place en Iran est quand même contesté par une certaine partie de la population qui sont aussi prêts à agir contre ce gouvernement-là et qui sont aussi prêts à aider d'autres pays pour déstabiliser ou voire renverser le gouvernement islamique qui est en place depuis 1979. Effectivement, il y a deux possibilités. Soit on a des partisans sur place avec un agent qui est infiltré dans ce pays ou qui est en place dans ce pays sous couverture depuis pas mal de temps, qui sont capables de mener des actions. Et il y a une deuxième solution, c'est d'infiltrer une équipe dans ce pays ennemi pour mettre en place des actions clandestines, soit sur des individus, soit sur du matériel, des actions qu'on appelle chez nous des actions homicides ou des actions arma pour du matériel. La deuxième possibilité est un peu plus compliquée que la première, bien évidemment, parce qu'il y a des frontières à franchir. Alors soit on les franchit de manière totalement clandestine par une voie aérienne, par la mer ou par des voies terrestres. Ça implique beaucoup de discrétion et ça peut engendrer des découvertes par l'ennemi. Combien de temps faut-il pour réaliser une telle opération, justement? C'est assez long, parce que si on veut... Le but, faut bien rappeler qu'une telle opération, le but premier, c'est de ne pas remonter au commanditaire. Donc, pour ce faire, il est indispensable, avant de démarrer une action, l'action ne sera que la restitution du renseignement et de la mise en place d'un plan d'action. Il est important de faire une pré-ops avec une équipe réduite ou non, ou d'une seule personne, de façon à préparer les actions. Mais là, en l'occurrence, ça demanderait plusieurs équipes, ça demanderait beaucoup de temps, parce qu'une action de reconnaissance pour préparer, une mission de reconnaissance pour préparer des actions comme celle-ci, c'est pas 2 jours, hein, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc je pense qu'une action d'une telle ampleur nécessite plusieurs mois de préparation et l'action après, ce ne sera que la restitution. Est-ce que la France a déjà réalisé de telles missions? Les agents français interviennent dans n'importe quel pays. En théorie, on ne doit pas intervenir dans les pays amis, mais on intervient dans n'importe quel pays. En Iran, il y a eu des équipes d'agents clandestins français dans les années 2000 qui sont allés faire des relevés autour de certaines centrales qui étaient suspectées d'essayer d'obtenir l'arme nucléaire. Donc, oui, les agents français sont allés en Iran, comme dans n'importe quel autre pays, pour faire du renseignement. En revanche, je n'ai pas d'informations concernant des actions menées
par la suite, il faut savoir que des missions de renseignement n'aboutissent pas forcément sur des missions d'action. Les actions sont autorisées par le pouvoir politique en place. Pierre, dernière question avant de clore cet entretien. Vous êtes un témoin vivant du chaos qui régnait ces dernières années en Libye. Vous avez été kidnappé, torturé. Votre associé a été tué d'ailleurs sous vos yeux d'une balle dans le dos. Est-ce que vous pensez qu'on va droit vers une guerre et surtout, est-ce que les services français sont actifs en ce moment où on parle en Libye? Alors depuis 2011, il y a eu une succession d'erreurs commises par l'intervention européenne et française. Hein. Effectivement, j'étais à Benghazi en 2011 pendant le conflit. J'ai vu que des colonnes de chars étaient arrivées jusqu'aux portes de Benghazi, jusqu'à la proche banlieue de Benghazi. Donc il fallait les stopper. Je pense que l'intervention à Benghazi était justifiée. Les colonnes de chars ont été stoppées, détruites. Je les ai vues de mes propres yeux. En revanche, après, il y a eu une succession d'erreurs. La France a armé des djihadistes, a armé des islamistes. Sans contrôle. Les services secrets français à l'époque ont participé, comme en Syrie d'ailleurs, à ça. Hein, c'est sous les ordres du gouvernement en place à l'époque. Ça a amené au chaos d'aujourd'hui. Les Français ont, après tant bien que mal, essayé de stopper cette prolifération du terrorisme islamiste sur place, hein, puisqu'il y a eu récemment, et je leur rends hommage, 2 agents clandestins du service action de la DGSE qui sont morts en mission. Là-bas, leur hélicoptère a été abattu. Donc, effectivement, les services français sont sur place. Aujourd'hui, je ne peux pas vous certifier qu'ils sont sur place, mais je pense que oui. C'est une région qui est aux portes de l'Europe, aux portes de la France, et qui est un véritable couloir pour infiltrer l'Europe par des migrants, bien évidemment, mais aussi par des potentiels terroristes islamistes. Merci Pierre Martinet, pendant 5 ans au service action de la DGSE. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'Égypte a approuvé à l'unanimité donc une possible intervention armée en Libye. On reste justement en Libye. Avec vous, Océane Nicole, on est aux portes d'une guerre. Hein. Exactement, Mathias. Ça a été donc approuvé en début de semaine à l'unanimité par le Parlement. Une décision jugée historique pour le Caire et pour Abdel Fattah al-Sisi, le président. Eh bien, l'Égypte ne doit pas et ne restera pas inerte devant tout mouvement qui constituerait une menace directe pour la sécurité nationale pour l'Égypte. Donc, alors concrètement, on parle, Mathias, d'envoi de soldats, mais uniquement si les forces du gouvernement d'union nationale franchissent la ligne allant de Sirte à Joufra. C'est donc dans le centre de la Libye. Le problème, Mathias, c'est que ces forces s'en rapprochent dangereusement. Et derrière, il y a l'Égypte. L'Égypte qui pourrait donc se retrouver aux portes de combat. Je vous propose qu'on écoute la réaction d'un député égyptien. Regardez. Selon la Charte des Nations Unies, l'Égypte a le droit de se défendre, ainsi que selon le Conseil de défense de la Ligue arabe, qui confère à l'Égypte cette légitimité. La décision du Parlement stipule d'envoyer des soldats des forces armées pour mener des missions de combat et précise le nombre de soldats et les branches de combat des forces armées en fonction du type de mission et des hostilités auxquelles ces forces seront confrontées. Finalement, Océane, cela rajouterait de la tension, finalement, cette intervention égyptienne déjà existante dans le pays. Exactement, Mathias, on le sait, hein, depuis 2011 et la chute du régime Kadhafi, eh bien, la Libye est plongée dans le chaos total. Le pays est déchiré par une lutte d'influence entre 2 pouvoirs rivaux. Il y a le gouvernement d'union nationale d'un côté qui est reconnu par l'ONU et qui est basé à Tripoli, et de l'autre, il y a le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'est et sur une partie du sud. Le Caire soutient de son côté le maréchal Khalifa Haftar, tout comme les Émirats arabes unis, les États-Unis ou encore la Russie. Et le gouvernement d'union nationale est lui soutenu par la Turquie. L'Union européenne appelle à un arrêt immédiat des combats. La France, l'Allemagne et même l'Italie appellent les pays qui soutiennent les belligérants à cesser leur livraison d'armes dans le pays. Et du côté d'Israël, Mathias, eh bien, aucun commentaire. On sait que Jérusalem
Jérusalem et Tripoli n'ont pas de relations officielles et depuis le début de la crise en 2011 en Libye, eh bien, Israël a essayé d'éviter de prendre une position publique sur ce conflit, mais il y a une Turquie belliqueuse et expansionniste qui inquiète la région et notamment la Grèce qui est un allié stratégique d'Israël. Merci Océane. Nicole. Yaron Bouskila, bonjour, lieutenant-colonel de réserve, ancien officier des opérations spéciales, mais également aujourd'hui secrétaire général des Bitronistim, les sécuritaires. Alors 6 ans de la fin de l'opération Bordure Protectrice. Difficile de dire que la guerre est terminée sans le retour finalement des dépouilles d'Oron Shaul et de Hadar Goldin, selon vous. Oui, de facto, l'opération prendra fin quand nos soldats seront ramenés en Israël, à leurs familles, et qu'ils pourront être enterrés. Mais cela fait partie des résultats de la guerre. Il arrive parfois que vous terminiez une guerre avec des prisonniers ou des disparus. La chose qui me semble la plus importante à retenir de cette opération Bordure Protectrice, qui a débuté en 2014, est que les objectifs fixés par l'armée israélienne ont été atteints. Et le Hamas a échoué. S'il n'avait pas échoué, nous aurions vu d'autres tentatives de sa part au cours des 6 dernières années. Mais le Hamas ne l'a pas fait. Est-ce que c'est pas s'auto-gratifier, Yaron Bouskila, de dire que finalement Israël a gagné cette opération et surtout le fait qu'il y a un pouvoir de dissuasion. Or, au cours des dernières années, il y a énormément de roquettes qui sont tirées et le Hamas mène la danse. Quand il a décidé de tirer, il tire. Quand il a décidé de fermer le robinet, il ferme le robinet et il y a toujours 2 dépouilles de soldats israéliens. Non, je ne pense pas que le Hamas a atteint ses objectifs. S'il vous plaît, remettons les choses dans leur contexte. Le Hamas s'est préparé pendant des années à posséder une arme stratégique. Il a utilisé toute l'aide budgétaire pour la construction de tunnels terroristes et des tentatives d'attaque contre des villages frontaliers, avec pour seul objectif s'infiltrer en Israël, kidnapper des militaires ou des civils et utiliser ces tunnels comme moyen d'entrée et de sortie en Israël. Le Hamas n'a réussi aucun de ses objectifs pendant Bordure Protectrice et de facto, il a perdu. Pendant 50 jours de combat, le Hamas a refusé à 12 reprises de s'engager à respecter un cessez-le-feu. Il n'était pas en position de force, mais au contraire, il cherchait par tous les moyens à poursuivre les combats afin d'obtenir une quelconque victoire. Il n'en a obtenu aucune. Aucun prisonnier du Hamas n'a été libéré, ni même du djihad islamique, ni pendant l'opération, ni après. Les points de passage n'ont pas rouvert, le port de Gaza n'a pas rouvert. Le coup porté au Hamas a tellement été puissant qu'il n'a pas entrepris de grandes opérations, excepté les lancers de ballons et tirs de roquettes. Et même cela, c'est en réponse à des opérations israéliennes. De son côté, Israël a dévoilé au cours de la guerre en 2014 la plupart des tunnels terroristes, et on a découvert d'autres depuis. Israël a amélioré ainsi sa technique de détection des tunnels et a construit l'obstacle souterrain. L'arme la plus stratégique du Hamas a donc été neutralisée. J'aimerais vous montrer une vidéo, Yaron Bouskila, si on peut, la régie peut la montrer. Elle vient des Ezedim El-Qassam, une vidéo où les forums, où la branche armée du Hamas, eh bien, on voit un Oron Shaul emmené vivant. Est-ce qu'il s'agit de la guerre psychologique uniquement, selon vous, on voit ces images? Ils ont tout simplement importé le modèle que le Hezbollah pratique depuis des années. Le Hamas sait que le public israélien est très influencé par ces vidéos. Mais je peux vous dire que c'est un aveu de faiblesse. Ils savent qu'ils n'obtiennent aucun résultat. Ils veulent influencer l'opinion publique israélienne, ils savent ce qui se passe en Israël, dans cette période de crise sanitaire avec le coronavirus. Ils voient que le gouvernement va peut-être imposer la souveraineté israélienne dans la vallée du Jourdain et veulent donc par tous les moyens remettre sur le devant de la scène la question des négociations autour de la libération des prisonniers. Dans la mesure où les dernières discussions ont échoué, ils tentent, via la publication de ces films, d'influencer l'opinion en Israël. S'ils avaient mis la main sur un soldat vivant, et je le dis sans détour, ils auraient repris exactement la même stratégie mise en place avec Gilad Shalit. Le Hamas l'aurait interrogé, aurait apporté des preuves de vie, mais on parle ici de vulgaire manipulation. On est certain qu'Oron Shaul est mort au combat?
permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que si Oron Shaul était encore en vie, le Hamas ou le djihad islamique palestinien l'auraient montré. Ils auraient publié des vidéos, auraient apporté des preuves de sa vie, comme ils l'ont fait avec Gilad Shalit, pour obtenir des résultats concrets sur le terrain, qu'ils ne parviennent toujours pas à garantir. Vous parlez du djihad islamique, vous me donnez l'occasion de rappeler les propos de son secrétaire général Ziad Nahala depuis la Syrie, où il dit qu'il réserve des surprises à l'armée israélienne. Là aussi, on parle de guerre psychologique ? Avant toute chose, Ziad Nahala a déclaré en 2019 qu'il réservait des surprises à Israël. Mais en fait, il n'a rien fait. C'est là aussi un copier-coller de ce que fait le Hezbollah, qui utilise cette rhétorique pour menacer Israël. Mais je vous pose la question, quelle surprise le djihad islamique peut-il réserver? Les seules surprises auxquelles il pense, c'est que dans le cas d'une confrontation sur le front nord avec le Hezbollah, il utilisera son arsenal de roquettes dans le sud. Et à ce propos, je dois dire qu'il ne faut pas négliger l'importance de son arsenal. Mais je précise que le djihad ne possède plus aucun tunnel terroriste offensif qui pénètre en territoire israélien. Le djihad islamique utilise cette rhétorique pour se renforcer sur le dos du Hamas. Lorsqu'il parle de cette manière, il ne s'adresse pas vraiment à Israël, mais au Hamas et à la société palestinienne. Le djihad tente de rivaliser avec l'influence et avec la puissance militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Il sait aussi qu'une réunion importante va se tenir à Gaza avec Mahmoud Abbas, aux côtés des leaders du Hamas. Et le djihad islamique veut profiter de l'occasion pour gagner de l'importance et du prestige. C'est sans doute pour cela qu'il va y participer. Et donc dire que ce mouvement est prêt à la guerre et réserve des surprises à Israël, eh bien cela sert les intérêts du djihad islamique, en interne, dans la bande de Gaza. Merci. La guerre entre les factions palestiniennes qui finalement se retournent contre Israël, c'est une histoire sans fin. Merci beaucoup, Yaron Bouskila. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même heure, même plateau. On est France sur i24 News.